Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Cool Parents Make Happy Kids, les rencontres inspirantes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un de très inspirant, Nathalie Le Breton, que vous connaissez sûrement pour avoir été 15 ans sur le plateau des maternelles. 15 ans. Mais oui, j'ai eu le temps de faire un enfant même, en 15 ans. Je comprends. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Mais avant de faire l'émission des maternelles, vous étiez journaliste, vous étiez aussi animatrice d'une émission plutôt économique. Ouais, tout à fait. Et puis, en arrivant aux maternelles, vous avez ensuite écrit toute une série de livres sur la grossesse, sur l'enfance. Comment est-ce que vous avez trouvé toute cette inspiration ? L'inspiration, c'est les parents qui vous regardent, c'est ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est ma vie de parent, un petit peu comme vous. Maman classique, maman divorcée, maman en recomposition familiale, 4 enfants. Et curieusement, moi qui suis très engagée sur la cause des femmes, tout le monde me disait « mais oui, mais quand on est journaliste, il ne faut pas aller sur les sujets féminins, ni de parents, il faut aller sur l'économie ». Et en fait, moi, j'ai kiffé les parents, la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant. Et il me semble que c'est probablement la question politique qui m'intéresse le plus et qui est curieusement relativement absente des grandes discussions politiques. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est un engagement de tripes, de cœur et aussi dans le cerveau ici. Et sur l'émission des maternelles, est-ce qu'il y a des sujets où vous vous êtes dit mais heureusement que l'on parle de ça, ça peut être tellement inspirant, ça peut aider beaucoup de parents, ou au contraire, il y a peut-être des sujets où vous disiez non là, je suis pas du tout d'accord avec l'intervenant, je suis pas d'accord, pourquoi tu fais ça ? Alors, les intervenants, je suis pas du tout d'accord. Ça m'arrivait de le penser, mais en fait, notre volonté à l'époque dans les maternelles, et encore moi, ce qui m'habite beaucoup, c'est de dire que tous les avis s'entendent et s'écoutent avec raison gardée. On est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est la pluralité. Moi, je ne connais pas le parent qui connaît la recette qui va faire que ça va fonctionner. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est un parent dans un contexte avec des enfants. Et quand vous êtes avec votre aîné, vous n'êtes pas de la même façon qu'avec votre petit dernier, et que en plus, la société évolue. Les enfants d'il y a, même quand on a commencé les maternelles, vous imaginez, en 2001, et les enfants d'aujourd'hui, la prégnance aujourd'hui des tablettes, ce que ça change en termes de surpuissance chez l'enfant, de toute puissance, si jamais on lui laisse à plein temps la tablette, cette question ne se posait pas de la même façon il y a 20 ans. Donc oui, tout évolue, donc tout s'entend, s'écoute. Après, chacun picore là où ça lui va bien, justement, dans le rapport à son enfant. Après, en termes de sujets, oui, à l'époque, quand on a lancé avec Maïtena Birabin le débat autour de l'homoparentalité, pour nous, c'était une question d'importance parce qu'on a rencontré ces parents, on a rencontré leurs difficultés à être reconnus à l'extérieur et surtout, on a entendu parler des difficultés pour les enfants qui étaient stigmatisés dans les écoles. Donc pour nous, c'était très important de défendre ces parents comme on défend les mamans solo aussi, qu'on entend insuffisamment. Parce que d'abord, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps forcément de s'exprimer. Ouais. Donc il y a eu des sujets, on savait qu'on était un petit peu à l'avance, mais que c'était important pour la cause de l'enfant. D'accord, et même quitte à être critiqué, quitte à ce que... Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'était... parce qu'il y a beaucoup de clans aujourd'hui chez les parents. Je ne sais pas, c'était à l'époque Badinter qui m'avait dit, Elisabeth Badinter qui m'avait dit, mais Nathalie, réfléchissez, est-ce qu'aujourd'hui on arriverait à mettre toutes les femmes dehors autour de la cause de l'enfant, comme on a pu le faire dans les années 70 autour de la cause des femmes ? Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de partitions différentes, voire de divisions entre les parents et entre les femmes en particulier. Et nous, on n'avait pas tellement envie de ça. On avait envie d'entendre les femmes qui défendent l'allaitement, même longue durée, comme on avait envie d'entendre les femmes qui ne se sentaient pas capables. Ah oui, et vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a plus, entre guillemets, de clivage, de personnes qui sont pour le maternage, d'autres... oui, absolument. Il y a beaucoup de jugements entre les parents, toujours. Alors que finalement, si on était relativement soudés, je pense qu'on est assez d'accord autour de ce que vous défendez, c'est-à-dire
c'est-à-dire le bien-être parental rejaillit sur l'enfant et inversement. Mais c'est vrai, non, mais c'est un sujet sur lequel aussi je réfléchis parce que je vois bien aussi que même moi, dans ce que je raconte, parfois je ne peux pas tout raconter parce que y a une certaine critique de non, mais c'est pas bien je sais pas moi, voilà, ou sur l'allaitement ou sur des choses comme ça, parce qu'aussi on se met une telle pression à soi-même que quand les autres ne donnent pas, j'ai n'importe quoi, à manger des légumes tous les jours, alors que nous on se met une pression de dingue, on a tendance, c'est vrai, à les juger. Et finalement, cette charge mentale, entre guillemets, on se l'auto-crée aussi en étant assez exigeant avec nous et avec les autres. Quoi. Et surtout quand c'est un premier enfant. Je crois qu'on est tellement attentif à vouloir bien faire, donc d'un seul coup, effectivement, on capte, à moins d'avoir réfléchi ce que vous avez fait sur votre enfance, etc. Donc vous aviez des idées précises, mais quand même, on est absorbé par toute cette société qui nous dit comment faire, comment penser, etc. Donc on veut bien faire. Donc effectivement, la charge mentale, elle est énorme. Et d'ailleurs, ça crée du burn-out parental, ça crée du burn-out maternel, et c'est dommageable. C'est vraiment dommageable. Mais en revanche, je crois qu'une fois qu'on est à son deuxième ou à son troisième, on arrive à prendre de la distance avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on entend, etc. Et à lâcher prise sur certains heureusement. Donc, si vous aviez un autre enfant, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment avec le suivant ? Alors, je crois que je me suis hyper appliquée pour le quatrième de la famille, mon deuxième pour moi, qui était l'enfant des maternelles, parce qu'il est arrivé en 2002, vraiment. Donc, je me suis dit, waouh, c'est l'endroit où il faut faire un enfant. On va pas me critiquer parce que j'aurai un gros bidon. Et je dois dire que je suis très fière de ce qu'il est en train de devenir. C'est très proche des idées que vous défendez. C'est-à-dire que j'ai vraiment, non pas appliqué une recette, mais je me souviens très bien, mon mari a été impressionné. Moi, je faisais de la moto. Et je faisais de la moto, y compris avec mon enfant. De façon safe, on est bien d'accord. Hein, attention, ne critiquez pas chacun. Un gros scooter. Et on partait avec nos 2 scouts, le siège enfant, etc. Et je me souviens être partie avec Harris, il était petit, il avait 3 ans, chez des copains. Et moi, j'étais fatiguée année 3, il n'était pas encore à l'école, etc. Et on était partis et il s'était mis à hurler quand on était repartis, le casque, etc. Et là, on s'est arrêté, mais à 100 mètres, on venait de prendre la moto, à 100 mètres. Et j'ai retiré le casque et je lui dis « Mais t'as raison, Harris, t'as raison, c'est pas drôle ce que je te fais vivre. Non seulement je t'emmène chez des copains et je suis un peu moins avec toi, un peu moins à t'écouter, etc. Après, on t'impose cette moto pour rentrer parce que c'était un peu loin, etc. De mettre un casque, c'est lourd. » Et en fait, j'ai pris le temps de l'écouter et on était vraiment dans un paquet de larmes énorme. Et il était mais vraiment inconsolable. Et je lui ai parlé de son ressenti. Et là, il y a eu une sorte de magie qui vient de la PNL, justement, où il s'est arrêté. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, il faut qu'on rentre à la maison. On est obligés de rentrer ensemble. On va rentrer et après, on va avoir un vrai temps ensemble. Et le fait de parler juste comme ça avec un enfant si jeune, il s'est calmé. Et après, on l'a appliqué pour tout. On l'a appliqué partout et on a vraiment fait avec lui un rythme lent. Je partais avec ma poussette. Je peux vous dire, je faisais 300 mètres max. Mais alors, on regardait tous les arbres, tous les oiseaux, on écoutait les gens, il y a des gens qui venaient nous parler, etc. Et j'ai été dans une très grande lenteur avec lui. Ce qui est pas évident. Ce qui n'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est un enfant extrêmement posé, concentré. Pas du tout dans la compétition. Il a des défauts, hein, les défauts de sa mère, de son père, forcément. Mais je dois dire que dans le rapport à l'autre, il a vraiment... et là, il me l'a reproché. Hein, il m'a dit, et maintenant il est grand, il va passer son bac de français. Il m'a dit, mais maman, mais pourquoi, c'est quoi la compétition? Tous les autres, ils me demandent sans arrêt mes notes. Moi, je lui demande pas les notes, je lui ai jamais demandé ses notes. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Et je lui demande juste, est-ce que tu as compris, pas compris? Est-ce que tu as pu avoir un interlocuteur, etc. Et il m'a un peu reproché. Il m'a dit, mais les autres, ils sont dans la compète. Moi, je suis hors de la classe. Je lui ai dit, écoute, tu es peut-être hors de la classe en ce moment, mais peut-être que tu vas réussir ton bac. Et est-ce que tu es heureux à l'école? Est-ce que tu es heureux au lycée? Est-ce que tu es heureux de partir? Et la réponse est oui.
Ah, génial. Et donc pour vous, en tant que parents aussi, quels ont été les plus grands challenges que vous avez connus en tant que parents? La recomposition familiale. Ah oui. Ça, je pense que c'était très dur. C'est extrêmement dur. Ça a été dur avec mon fils aîné, qui s'est retrouvé avec des enfants du même âge. Moi, j'étais tout à mon bonheur de nouvel amour, etc. Et en fait, je lui ai imposé d'un seul coup une fratrie. Et c'était beaucoup de solitude pour lui, mais je l'ai compris un peu tard. Et il me l'a renvoyé, je veux dire, c'est clair. Il a grandi, il a eu une adolescence où il m'a interrogé sur le sens. Sur le sens de la vie. C'est vrai que c'est un gros sujet, la recomposition. Ouais, non, c'est vraiment pas facile. Il faut beaucoup d'abnégation. Et en fait, il faut arriver avec l'autre à pouvoir dire, écoute, tu vois, c'est bien tes enfants là, mais là, je vais prendre un temps avec mon enfant, pas toujours ensemble, pas toujours à la colle, pas bien distingué. On n'a pas la même éducation. Et ça a été extrêmement dur. Garder des temps, toujours avec aussi son propre enfant, malgré la recomposition. Ouais, tout à fait. Et on ne peut pas imposer l'amour à des enfants. Et ces enfants peuvent être des fratries mosaïques. On peut trouver les mots. Il y a un très beau livre qui vient de sortir chez Helium qui s'appelle Acrobate. C'est magnifique, c'est un livre pop-up, mais qui dit très bien la difficulté de la recomposition familiale, où en fait vous l'ouvrez et à chaque fois, il y a, suivant l'inclinaison du livre, un personnage qui peut tomber. Et la recomposition familiale, c'est ça, c'est fragile. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez particulièrement transmettre à vos enfants ? Si, sur la transmission, pour moi, c'est la non-violence. Ah oui. Vraiment, et je pense que c'est tout petit, quoi. Vous le voyez, vos enfants, vos bébés, quand ils naissent, ils ne sont que dans l'empathie, que dans le regard, que dans la séduction pour vous capter. Ils ont cette capacité. Ils savent, je me souviens avoir rencontré des spécialistes de la biologie de la peur allemands et qui m'avaient dit, mais aujourd'hui, on sait que le bébé, qu'est-ce qu'il sait à l'intérieur du ventre ? Il sait grandir, mais il sait qu'il grandit avec l'autre. C'est-à-dire, il entend bien sûr les voix extérieures, mais il y a le placenta qui est là pour déculpabiliser un peu toutes les jeunes mamans ou futures mamans qui nous regardent. Il grandit avec cet autre qui s'appelle le placenta physiologiquement. Et il grandit. Et donc, il sait éminemment que tout seul, on n'est rien. Après, la compète, la violence, le rapport à l'autre, tout ça, c'est du culturel, tout ça, c'est de l'acquis. Beaucoup de parents vous diront aussi que leurs petits-enfants, ils sont inquiets parce que leurs petits-enfants tapent, mordent. Oui, bien sûr. Il faut être vigilant à ça. Bien sûr, parce que le modèle est là, parce que ils ont vu autour. Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux sur l'extérieur pour voir ces gestes-là, malheureusement, partout, que ce soit sur des écrans ou dans la vie d'ailleurs. Donc, c'est effectivement notre responsabilité déjà à nous, adultes, de les tenir loin de tout ça. Après, vous savez, le geste, les premiers gestes de violence, j'ai eu la chance de discuter avec Yves Coppens, qui est un paléontologue que tout le monde connaît parce qu'il a découvert Lucie. Et il me disait, mais tu sais, les scènes de violence, on les a vues apparaître dans les cavernes au moment où les gens se sont sédentarisés, où l'être humain s'est sédentarisé. Ah oui. Pourquoi ? Son explication, qui est une hypothèse mais qui s'entend, qui était de dire, quand la femme s'est sédentarisée, d'un seul coup, elle a moins allaité. D'un seul coup, elle a eu plus de bébés rapprochés, parce qu'avant, elle bougeait et elle avait le petit au sein en permanence. Donc, elle avait une forme de protection, même si c'est pas du 100%, on est d'accord. Et donc, il y avait un écart d'âge assez suffisant entre les petits. Et à partir du moment où elle s'est sédentarisée et que les petits ont été au même endroit, il y a commencé à avoir des gestes d'écarter l'aîné qui voulait continuer de profiter de sa mère et de la nourriture de la mère. Et les premiers gestes apparaissent sur les cavernes au moment où il y a la sédentarisation de l'homme. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je pense profondément, il faut en être convaincu que ça n'est pas inné et que c'est de l'acquis et qu'on a à être vigilant. Donc oui, un enfant va mordre parce qu'il l'aura vu, parce que c'est l'oralité, parce que c'est un moyen d'expression. C'est à nous de l'accompagner par rapport à ça et ne pas dire « frappe parce qu'il t'a frappé ». Non. Ah oui, évidemment. Non, mais il faut le dire. Oui, on sait jamais. Alors j'ai aussi une question pas comme les autres que ma fille Joy de 6 ans à qui j'ai demandé ce matin est-ce que tu aurais des idées de questions pour Nathalie Le Breton, et donc elle m'a donné une question très très intéressante pour vous qui est la question: est-ce que vous donniez beaucoup de bonbons à vos enfants quand ils étaient petits ? Moi, j'ai eu la chance de ne pas aimer les bonbons.
déjà, quand j'étais petite fille, parce que j'ai toujours été la fille qui faisait le pas de côté. Donc, dès que je voyais trop faire, j'essayais de faire l'inverse. C'est un peu rebelle, déjà. Bon. Et ensuite... Vous voyez, si vous avez des enfants rebelles, pas d'inquiétude. Peut-être qu'ils deviendront comme ça. Et qu'on ne mange pas de bonbons. Alors, ça, c'est une première chose. Et donc, ce qui fait que quand, avec mon fils aîné, j'ai décidé qu'il y avait une boîte à bonbons en accès libre. D'accord. Avec plein de bonbons. Et il n'en a jamais abusé. Incroyable. C'est intéressant. Ça, c'était le fils aîné. Donc, il y avait la boîte à bonbons, comme il y avait la boîte à colère, etc. Et il y avait la boîte à bonbons. Et de ce fait, il n'en a jamais abusé. J'ai fait la même chose avec le petit dernier. Lui en a abusé davantage. D'accord. Alors, comme il est très sensible à tout ce qui est bio, machin, etc., trouver des bonbons bio, c'est pas évident. Ah, il était très sensible au bio ? Ouais. On est D'accord. très sensible à tout ça, à la Ok. maison, etc. Et ce qui fait qu'il y a un moment donné, nous avons travaillé ensemble la décomposition d'un certain nombre de bonbons et de gélatine au porc, et que le message est un peu passé. Ah. Donc, il a diminué. Mais il aime les bonbons, mais je n'interviens pas pour dire non. Bon, parce que ma fille m'a dit, je pense que moi, les bonbons, maman, j'ai envie d'en manger plein et en même temps, j'aimerais ne pas trop en manger. Voilà. Bon. Et alors, comment vous faites ? Bah, comment je fais ? Aujourd'hui, on n'en achète pas nous, mais il y en a partout, quoi. Hein, donc Les anniversaires, ça sert à ça. Les anniversaires, les commerçants. Les pyjamas parties, tout le monde y veille. Il y a un peu plus d'1 an, vous avez lancé un nouveau projet qui s'appelle Nauticéoton. Très difficile à prononcer d'ailleurs. Nauticéoton. D'où vient ce nom que j'ai du mal à prononcer ? Nauticéoton, je suis passionnée par la Grèce depuis toute petite. Et Gnauticéoton, alors je le dis en grec, mais c'est Gnauticéafton, et c'est cette expression donc qui est francisée, qui veut dire connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même en tant que parent, connais ton enfant, apprends à ton enfant à se connaître lui-même par les livres. Et donc Nauticéoton, c'est une box que on reçoit une fois par mois avec une sélection de 3 livres que vous avez faites. En quoi les livres peuvent aider à se connaître soi-même ? Absolument. Moi, aujourd'hui, je ne lis plus que ça. Alors, tout le monde connaît ma passion pour les livres pour enfants. Je pense que c'est un média de parentalité. D'abord parce que c'est de la créativité. Il faut le dire, on a de la chance en France d'avoir des auteurs et des illustrateurs tous plus formidables les uns que les autres. Et que donc, c'est une ouverture d'esprit. Et sur les valeurs dont vous parliez tout à l'heure, sur le vivre ensemble, sur le rapport à la planète, sur apprendre à se connaître dans ses émotions. Le plus grand best-seller à l'heure actuelle, c'est un livre autour des émotions. Depuis, il y a des centaines de livres sur les émotions. Et moi, je trouve que le livre est un outil extrêmement moderne de parentalité, parce qu'il permet d'équilibrer, de créer une vraie bulle parentale. Quand vous êtes uniquement, on ne peut pas être contre la tablette, c'est pas possible aujourd'hui, on vit avec notre société, mais quand vous êtes avec votre tablette, c'est une bulle plus une bulle à côté. Alors que quand vous êtes dans le livre dès le plus jeune âge, ça n'a rien à voir avec le savoir lire, être bon à l'école, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste créer une bulle parentale. Quand l'enfant naît, bien sûr, on l'a porté, éventuellement, on a le sentiment de le connaître et éventuellement, ça passe bien. Mais l'enfant, il est bien différent de nous, il est surprenant. Nous-mêmes, en tant que parents, on est surprenants. On n'est pas toujours le même et on apprend à se connaître. Et quand vous avez un livre entre l'enfant et vous, c'est un moment merveilleux à 15 mois, à 10 mois, pour regarder, d'abord prendre le temps. C'est un temps unique, très rare. Ensuite, se regarder les réactions de votre enfant, et lui, il vous observe. Là, d'un seul coup, vous allez rire. Et tiens, maman rigole, mais c'est pourquoi, comment, etc. C'est tout ça qui se passe dans son cerveau. Et ensuite, il y a de l'échange. Il y a de l'échange de mots. Il faut mettre des mots. Il faut donner les mots. Et pas que le mot de l'imagier classique, bien intéressant, de la baignoire, le repas, la table, la chaise, mais ouvrir sur du vocabulaire et amener une discussion. Et c'est un temps qui est fondamental pour faire grandir l'enfant et pour lui donner à voir la vie dans ses multiples. C'est-à-dire que vous prenez un livre sur les émotions, il dit la couleur des émotions. Vous en prenez un autre, il va vous raconter une histoire qui parle du vécu de l'enfant. Et cette multiplicité-là, elle est importante parce que ce qui va vous plaire à vous ne sera pas forcément ce qui va lui plaire à lui. Et l'arrimage, c'est-à-dire donner le livre qui va faire que vous allez prendre du plaisir, lui
aussi parce que vous prenez... c'est vraiment... Ça se mélange sans arrêt. Et c'est ça que je cherche à donner aux parents. Et quand on a la chance de ce lien qui se crée avec le livre, de ce moment, on se donne le temps. Même 10 minutes, c'est magique, ça ne va pas durer longtemps. Hein. À 9 ans, ils voudront plus. Ils voudront autre chose, ils voudront... ils liront leur propre livre. Et ils liront leur propre livre, ou pas d'ailleurs. Mais ce moment-là, la parentalité, elle aura été ancrée. Et alors, quels sont vos critères de sélection pour ces livres ? C'est un casse-tête français parce que ce ne sont que des livres francophones, mais j'ai tenu à offrir, à donner dans cette box 3 livres, à un prix de 29,90 €. Et croyez-moi, quand le prix du livre moyen est à 13 € pour mettre 3 livres, c'est pas évident. Ensuite, ce sont des histoires universelles. Je varie les thèmes et il y a toujours... Ce sont des livres qualitatifs, c'est-à-dire durables. C'est-à-dire que comme je pars du principe que si l'arrimage ne prend pas autour du livre, le livre sera abandonné et revendu vite fait sur une fête de quartier. Donc il faut qu'il y ait la qualité du livre, des illustrations, du vocabulaire, de l'humour, du sens, de l'émotion. Il faut que j'ai le poil. Donc je sélectionne avec mon poil à moi et avec les enfants qui m'entourent. C'est ça qui fonctionne. Vous aussi, vous testez auprès d'autres enfants? Oui, bien sûr. Mais d'abord sur moi. Moi, je suis une grande gamine. Donc imaginez, il y a 10 000 livres, hein, plus de 10 000 livres qui sortent chaque année. Et donc, il faut aller faire cette sélection. Les éditeurs m'envoient les petits, les gros, les moyens, qu'importe. Ce qui m'interpelle, c'est la qualité et le fait que ça me prenne dans les tripes. Et c'est rigolo parce que ça fonctionne. L'avis vérifié sur Notice et Auton, il est très bon. Oui, j'ai lu les commentaires, c'est impressionnant. Il n'y a pas de... Voilà, après sur les 3 livres, il y en a forcément un qui fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas au temps X, ça fonctionne un peu plus tard, c'est pas grave. Oui, c'est ça, voilà. Ça dure dans le temps. Voilà. Et alors, il y a des gosses qui sont devenus fans des parents d'un petit personnage, je me souviens, et c'est génial, qui s'appelle Lionel, et un petit personnage qui a plein d'humour, qui est totalement pertinent et impertinent comme les enfants d'aujourd'hui. Et vous voyez, ce qui est formidable, c'est que ça a tellement plu aux parents qu'ils m'en redemandent. L'éditeur ne savait pas s'il allait continuer et il a décidé de continuer. Et donc c'est vertueux pour les auteurs, c'est vertueux pour la création aussi. C'est ça qui est chouette. Même un bon auteur a du mal à se distinguer aujourd'hui. Oui, absolument. Et c'est pas forcément toujours le livre commercial qui est le meilleur. Oui, absolument. Alors il y en a qui sont très très bien, mais voilà, nous on aide, c'est de la recommandation. On aide à gagner, on gagne du temps, on fait gagner du temps aux parents. On donne à voir aussi le livre parce que c'est pour ça qu'il y a toutes les vidéos, parce que Notice et Auton sont des box et c'est aussi de la recommandation de livres vidéo en libre accès parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont été traumatisés par je ne sais pas lire, je ne sais pas bien lire, j'ai un rapport au livre nul, je ne lis plus aucun livre et pourtant il faudrait lire, etc. Il faut sortir, il faut se décomplexer par rapport à ça. Ouais. Il faut se dire que c'est un temps de plaisir et que justement moi je fais partie des gens qui disent dans certains livres mais sautez une page. Après, votre enfant va vous engueuler. Ah oui, s'il le connaît. Sûr, s'il le connaît. Et tant mieux, c'est que ça aura pris. Mais vous voyez, voilà, liberté, quoi. Liberté de dire à son enfant, le temps d'irrituel, c'est important, de lire ensemble et pouvoir lui dire, écoute, tu sais quoi, je vais le donner à papa ou je vais le donner à mamie ou à la marraine, etc. Parce que là, je suis fatiguée. Et voilà, la liberté, il faut la garder. Il y a aussi ce sujet avec les parents où on lit une première histoire et puis ils en veulent une deuxième, une troisième, une quatrième et ça ne s'arrête plus, qui n'est pas toujours facile à gérer. Oui, absolument. Après, il faut savoir dire non. Et la frustration, ça fait partie de notre dur métier de parents et d'enfants qui grandit. Mais promettre le rendez-vous, quoi. Ouais. Et souvent avec les belles illustrations, ils peuvent aussi les regarder dans leur lit. Oui, après ils vont le prendre, après ils vont choisir le livre, après il y en a qui voudront lire à leur petit frère ou à leur petite sœur. Il faut accepter ce temps-là, mais au fond, avec le livre, le parent et l'enfant viennent chercher et vont trouver autre chose. Capter son enfant, son parent, pas de téléphone. C'est un temps rien que pour moi. Même si c'est 5 minutes, c'est tellement génial d'avoir maman ou papa pour moi. Alors Noël approche à grands pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est l'occasion d'offrir cette box? Comment ça s'organise?
En fait, j'ai fait une sélection particulière, 0,2, 2,4, etc. Particulière parce que j'en profite pour mettre des beaux livres, qui ne veut pas dire pénibles, mais des livres qui ont une qualité de papier, qui sont extrêmement durables et qui sont des livres que je ne peux pas mettre dans les box parce que je limite le prix. Et donc là, j'ai fait une sélection voilà, par âge de livres. Il y a toujours une très belle histoire d'humanité. La liberté, inventer le monde, enfin voilà, les beaux sentiments qu'on a tous en fin d'année grâce au Père Noël ou grâce à la nouvelle année qui commence. Il y a toujours un rapport à l'art, c'est-à-dire un livre autour de l'art, autour des émotions qui nous sont procurées par ça. Et il y a aussi un livre-jeu, c'est-à-dire être ensemble, être dans le plaisir du livre et dans le plaisir du jeu. Voilà, je les sélectionne comme ça. Ouais, super envie. Voilà. Bon, hâte de découvrir cette sélection. Et puis, pour terminer cette interview, j'avais une dernière petite question. Si jamais vous aviez envie de mettre votre grain de sable dans l'humanité pour améliorer un tout petite chose, qu'est-ce que ce serait que vous auriez envie d'apporter sur ce monde, dans ce monde? Je dirais que... Pas facile, hein. Moi je fais des sujets de philo, en 2 secondes, il faut y réfléchir. C'est pas ça. Non, honnêtement, c'est l'idée que je défends depuis tellement longtemps, qui est de bannir toute violence autour de l'enfant. C'est le combat de ma vie. Violence verbale, violence physique. Je pense que les parents ont besoin d'être accompagnés par rapport à ça et retirer tous ces gestes-là. Parce que malheureusement, cette violence continue de se répercuter. C'est beaucoup d'interrogations quand on grandit soi-même, qu'on a été frappé ou voilà, il y a encore... challenge. Ouais, c'est un challenge d'humanité. Et je pense qu'on peut gagner ce pari tous ensemble. On a été éduqués plus ou moins comme ça. On s'en veut énormément. Et quand on a fait ce pas de côté, qu'on arrive à aller respirer dans la pièce d'à côté, parce que oui, on a des énervements, mais qu'on peut éviter ce geste... on se rend compte que la relation à l'enfant est beaucoup plus apaisée et que tout ce que vous racontez dans votre livre, c'est-à-dire comment échapper à ça, ne pas culpabiliser, etc., d'un seul coup, ça se présente moins. Parce qu'il y a moins de tension, il y a moins de violence que ce que vous dites, c'est-à-dire que ce temps accordé à la discussion avec son enfant, ou se retirer du jeu, ou faire le pas de côté et en s'analysant soi-même. C'est un vrai challenge de vie, c'est un challenge de vie, mais c'est le challenge de notre société. Absolument. Vraiment. Mais je pense qu'on est en train de le gagner. Non. Merci Nathalie pour tous ces sujets inspirants. Si vous souhaitez ne pas louper nos prochaines vidéos sur les rencontres inspirantes ou l'éducation positive, et bien surtout abonnez-vous à la newsletter et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous serez sûr de ne rien louper. Et puis je vous dis à très bientôt avec Nathalie, on vous envoie plein d'énergie positive.